L''ndrangheta è riuscita ad affermarsi una reputazione criminale di primissimo piano. C'est une organisation secrète qui génère plus de 50 milliards d'euros par an et qui contrôle la quasi-totalité du trafic mondial de cocaïne. La hiérarchie de l''ndrangheta est une hiérarchie paramilitaire. Cette semaine dans la grande histoire, je vous raconte comment la 'ndrangheta est devenue l'une des mafias les plus puissantes du monde. Il y a vraiment un besoin d'expansion, de conquête territoriale. Questo è un meccanismo unico nell'ambito del panorama delle mafie italiane. Chaque année en France, les saisies de cocaïne battent des records. En 2024, 53,5 tonnes de cocaïne ont été saisies, c'est plus du double de 2023. Derrière ce raz-de-marée qui inonde l'Europe se cache la 'ndrangheta, la mafia calabraise, qui compte environ 50 000 membres à travers le monde. Pour comprendre comment cette organisation a réussi à tisser sa toile sur le trafic de drogue internationale, il faut revenir longtemps, très longtemps en arrière, en Italie, à l'origine du phénomène mafieux. À l'origine de la 'ndrangheta, il y a un mythe fondateur, la légende des trois frères Osso, Mastrosso et Carcagnosso. Au XVe siècle, ces trois chevaliers membres de la Guardunia, une société secrète espagnole, auraient fui Tolède après avoir vengé par le sang l'honneur bafoué de leur sœur. Ils ont tous les trois été menés en prison dans l'île de Favignana, en Sicile. Et puis, ils sont partis et ils ont fondé les trois organisations, donc la 'ndrangheta en Calabre, la Cosa Nostra en Sicile e la Camorra en Campanie. Come ogni fenomeno sociale, il mito fondativo tende a legittimare il gruppo, tende a dare profondità alla storia di un'organizzazione criminale e quindi renderla più appetibile per creare un senso di identità e un senso di appartenenza. Dans cette réunion de la 'ndrangheta captée par la police en Suisse, les membres de l'organisation font référence à la légende des trois cavaliers. C'est évidemment une légende, mais elle n'est utilisée, c'est ça qui en fait sa spécificité, que dans l'imaginaire de la 'ndrangheta. Ça montre que la 'ndrangheta a eu besoin de, on va dire quelque part, légitimer son existence en se liant justement génétiquement aux deux autres mafias qui étaient plus importantes à l'époque, en particulier Cosa Nostra. À présent, mettons de côté la légende pour revenir à l'histoire. Difficile de donner une date de naissance précise à la 'ndrangheta, car elle est sans doute une version plus récente d'un phénomène de crime organisé qui existait déjà depuis plusieurs siècles. L'origine la plus probable de la 'ndrangheta est liée à l'histoire de la Calabre. Donc on doit imaginer une région qui est dans l'extrême point méridional continental de l'Italie, jusqu'à face à la Sicile. Carrefour de la Méditerranée, la Calabre est une région marquée d'influence grecque. Le mot 'ndrangheta signifie, en grec ancien, homme vertueux et courageux. Au cours du XVIe et XVIIe siècle, la côte orientale de la Calabre est la cible de pirates de la mer Ionienne. Pour faire face à cette menace, les paysans s'organisent en milices d'autodéfense. Et ces milices d'autodéfense sont devenues des organisations secrètes et des organisations criminelles. La première forme d'organisation mafieuse est née en Sicile sous le nom de Società Onorata, l'honorable société, qui deviendra ensuite Cosa Nostra. Mais il faut bien comprendre que l'histoire des mafias se mêle étroitement à l'histoire italienne, pays jeune qui s'est unifié seulement à la fin du XIXe siècle. On a, on va dire, la tradition, quelque part, d'un pouvoir absent, lacunaire, et c'est dans ces interstices que les phénomènes mafieux vont naître. Au début du XIXe siècle, le sud de l'Italie fait partie du royaume des Deux Siciles, administré par la dynastie des Bourbons. Contrairement au nord de la péninsule italienne, le Mezzogiorno repose sur une tradition féodale avec, à sa tête, une aristocratie en déclin. Dès les années 1820, le royaume des Deux Siciles fait face à des soulèvements révolutionnaires. Dans l'ombre, le mouvement carbonariste œuvre pour l'unification de l'Italie.
Et c'est dans ces années de troubles politiques que vont se structurer les organisations mafieuses, notamment en Campanie, où les premières traces de la Camorra remontent à 1830. Cette structuration vient du contact que les mafieux, que les délinquants, que les brigands de l'époque ont eu dans les prisons avec ce qu'on appelait les détenus politiques, c'est-à-dire les membres de la Carboneria, qui était un mouvement maçonnique d'opposition au royaume des deux Siciles et qui était favorable au processus unitaire. Cette structuration est aussi le fruit d'une certaine complicité du pouvoir politique qui s'appuie sur ces organisations criminelles pour maintenir l'ordre. Nel caso dell''ndrangheta e di altre organizzazioni criminali c'è anche la legittimazione da parte dello Stato. Nel 1860 Raffaele Morgante, descritto come il peggiore criminale della provincia di Reggio Calabria, viene assunto come capo della Guardia Cittadina nella fase di passaggio dal regime borbonico allo Stato libérale. En 1861, l'unification de la péninsule italienne est presque achevée. C'est dans ces années-là que pour la première fois, le préfet de Calabre atteste de la présence de camorristes dans la région. La mafia napolitaine est déjà authentifiée par les autorités. Camorrista est alors le terme générique pour caractériser une personne appartenant à une société criminelle secrète. La caractéristique des mafias, c'est justement le fait de lier leur sort à celui de l'État italien. C'est-à-dire qu'elles vont occuper l'espace vacant du pouvoir, on va dire, laissé par un État qui est perçu comme centralisé, lointain. Donc elles vont se substituer à l'État en apportant aux populations, enfin en faisant croire qu'elles apportent aux populations, attention, parce qu'il faut pas non plus tomber dans le mythe, dans la narration que les mafias produisent d'elles-mêmes. Elles se présentent comme l'interlocuteur local qui va proposer, assurer aux citoyens les services que l'État ne lui donne pas. Et tout cela sert à fabriquer quelque chose qui est fondamental pour les mafias, c'est le consensus social. Dès les années 1880, le parquet de Reggio de Calabre identifie la 'ndrangheta comme une société organisée et violente avec son code de l'honneur et son culte du secret. Pour bien comprendre la spécificité de la 'ndrangheta, il faut se pencher sur l'une des principales différences qui la sépare des autres mafias, l'affiliation par le sang. La particularité de la 'ndrangheta, c'est que la famille mafieuse correspond à la famille originelle, à la famille des liens du sang. C'est une caractéristique fondamentale de la 'ndrangheta qui lui a permis non seulement de prospérer, mais surtout d'être plus impénétrable pour le pouvoir judiciaire, enfin pour la magistrature. C'est ce qui explique que c'est la mafia qui a le moins de ce qu'on appelle collaborateurs de justice. Questa caratteristica dell''ndrangheta, che in un primo momento viene vista come una forma di debolezza, perché conduce a faide e a guerre interminabili all'ultimo sangue, poi nel tempo si rivelerà invece una sorta di scudo protettivo, capace di proteggere la 'ndrangheta da quello che sarà il fenomeno del pentitismo, soprattutto negli anni 90. Le statut de collaborateur de justice est un outil judiciaire décisif pour lutter contre la mafia. Dans les années 80 et 90, ces mafieux repentis ont permis de porter des coups très durs à Cosa Nostra en Sicile et à la mafia italo-américaine. Mais en ce qui concerne la 'ndrangheta, ces défections sont beaucoup plus rares car, en plus de la peur des représailles de l'organisation, s'ajoute la pression familiale. Pour bien saisir la symbiose de la famille originelle et de la famille criminelle, je vous propose d'écouter un extrait du témoignage d'un boss repenti après avoir annoncé à son père son intention de quitter la 'ndrangheta. La sera del 18 settembre del 2006, dove lui insieme ad altri mi fa un agguato, nel frattempo che mio padre stava la pistola, ho estratto anch'io la pistola e ha sparato 12-13 colpi. E quindi ho risposto al fuoco, ho cercato di mettermi in una posizione di non dargli tutta la sagoma, insomma cercando di stare di spalla così per dare meno volume. Ho pensato che dovevo salvarmi, ho pensato di fermarlo, di neutralizzarlo, cercando di non ucciderlo. Quindi io ho sparato verso i piedi, verso le gambe e infatti l'ho ferito qui nella linguina. Sono riuscito a sopravvivere a questo agguato
grazie anche all'addestramento che avevo avuto, però è sicuro anche che comunque ho avuto tanta fortuna, o per chi è religioso Dio mi ha guardato. Ma perché non hai chiesto al tuo padre di fare questo? Perché nella 'ndrangheta tocca che quando è una cosa del genere, un'infamia, un tradimento, tocca al parente più prossimo lavarla. Come dire, se uno dei nostri tradisce, muore, lo ammazzo io stesso che sono il padre, o lo ammazzo io stesso che sono il figlio. Quindi dà un senso di potenza, no? Pour ceux qui souhaitent visionner l'intégralité de ce témoignage saisissant recueilli par notre confrère Raphaël Tresanini, je vous mets le lien dans la description. L'Andrangheta a une structure, on peut dire, aristocratique. Il y a certaines familles qui, historiquement, sont plus importantes que d'autres. On parle de familles de villages comme San Luca, un village de la province de Reggio de Calabre, où se trouve le sanctuaire de Polsi, qui est très important pour la tradition de l'Andrangheta. On parle des familles d'un autre village qui s'appelle Plati. On parle des familles de Africo Nuovo. Comme dans toute noblesse, le mariage est un outil stratégique pour afficher sa puissance, sceller des alliances et même conclure des accords de paix. Ancora oggi, ma meno rispetto al passato, le figlie o i figli dei boss sono destinati a questi matrimoni che rientrano in una sorta di politica matrimoniale. Ecco, spesso il figlio di un boss si sposa con la figlia di un altro boss perché quelle due famiglie hanno la necessità di creare un legame. Ce fut le cas par exemple d'un mariage en 2009 qui célébra l'union entre la famille Pelle de San Luca et la famille Barbaro de Plati. Un mariage qui quelqu'un a appelé le mariage réel de l'Andrangheta, qui est devenu le symbole d'une alliance très, très, très importante. Ci sono state guerre come quelle scoppiate negli anni 80 che hanno causato centinaia e centinaia di morti, che si sono appunto concluse con una sorta di matrimonio che ha portato famiglie che erano appunto in guerra a trovare in quell'unione l'occasione per raggiungere la pace. Comme on a pu le voir, l'une des principales caractéristiques de la 'Ndrangheta réside dans les liens du sang. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour intégrer l'organisation. Pour entrer dans la 'Ndrangheta, il ne suffit pas de naître dans une famille mafieuse. Il faut passer par une initiation qui comprend notamment le maniement des armes. Da piccolo mio padre e i miei zii portavano armi a casa, tu li montavi, li smontavi, il gioco era rimontarli o smontarli nel più breve tempo possibile, pulirle. Era un gioco, era affascinante, io non è che capivo precisamente che erano strumenti di morte. Il existe des rites d'initiation très codifiés pour rentrer dans l'organisation. Par exemple, les nouveaux affiliés doivent prêter serment par le sang sur une carte de l'archange Gabriel avant de la brûler. Tutto fino alla settima generazione tutta la società comunale permette oggi di conoscere tutto per salvaguardare l'onore del vostro messaggio fratello. Les mafieux vont prendre de la maçonnerie ses règles, en fait. Les règles, la structuration, le secret, les rites d'affiliation. Et ils vont teinter tout ça de religieux. Ils ont une symbologie religieuse, aussi une symbologie risorgimentale liée à l'histoire d'Italie, à l'unification de l'Italie. Mais de l'autre côté, il y a aussi une symbologie exotérique. En 2014, la police antimafia a réussi pour la première fois à filmer une cérémonie d'affiliation dans laquelle les Ndranghetists multiplient les références à des personnages clés de l'unification italienne. Donc c'est une symbologie très compliquée, mais d'autre côté, il y a toujours des traditions qui ne sont pas de vraies traditions, qui sont établies tout simplement pour gagner plus de charme sur les affiliés et plus de charme à l'extérieur. En résumé, la 'Ndrangheta tire sa force de ses liens du sang, de ses règles et de ses codes. Mais concrètement,
Comment fonctionne cette organisation ? La hiérarchie de la 'Ndrangheta à l'intérieur est une hiérarchie paramilitaire. Pendant très longtemps, les autorités ont considéré la 'Ndrangheta comme une organisation horizontale dans laquelle différentes familles coexistent sur un même territoire, un peu à l'image de la Camorra à Naples. Ce n'est qu'en 2010, après une opération policière qui a conduit à l'arrestation de plusieurs centaines de personnes en Lombardie et en Calabre, que la véritable structure de la 'Ndrangheta sera révélée au grand jour. On va se rendre compte que la 'Ndrangheta s'est verticalisée. C'est-à-dire qu'elle s'est dotée d'un organe de commandement. Non è la cupola di Cosa Nostra, non c'è un boss dei boss che ha l'ultima parola su ogni cosa. Les années 90 sont une décennie charnière pour l'organisation qui connaît une expansion internationale très rapide grâce à l'essor du trafic de cocaïne, mais aussi, on l'a déjà évoqué, une guerre interne qui a fait plus de 700 morts. Pour pacifier les relations entre les clans, l'organisation renforce son organe de commandement en créant un conseil appelé la Crimine. En juillet 2010, le capo Crimine Domenico Oppedisano est arrêté par la police italienne. Il avait été nommé à ce poste l'année précédente lors du mariage entre les Pelle et les Barbaro. Donc on a l'élection d'un capo crimine qui va donc diriger cette instance collégiale. C'est pas une organisation qui dispatche, on va dire, les activités entre les différents territoires et les différentes familles, mais par contre, ça sert exclusivement à régler les conflits internes. È un organismo di raccordo, quasi una sorta di camera di commercio che in qualche modo autorizza l'apertura dei locali, di queste succursali che caratterizzano la struttura della 'Ndrangheta e che continuano ad avere un legame con la Calabria. Pour y voir un peu plus clair, voici un organigramme simplifié de la 'Ndrangheta. Tout en bas se trouvent les familles appelées Ndrine, c'est la cellule de base. Elles sont regroupées avec les autres familles du même territoire en locale. Ces locali d'un même territoire sont regroupés au sein du mandamento. Et enfin, au sommet, la Crimine, qui se réunit une fois par an pour régler les différends les plus importants entre les clans. La 'Ndrangheta è costituita da centinaia di locali che però sono egemoni sul proprio territorio. Devono soltanto rendere conto alla Crimine, a questo organismo di raccordo. Les cadres de la Crimine sont renouvelés chaque année lors d'une cérémonie. Depuis la fin du 19e siècle, celle-ci se tient en marge d'un pèlerinage au sanctuaire de la Madone de Polsi, près de San Luca, village qui fait figure de capitale informelle de la 'Ndrangheta. È una sorta di Betlem della 'Ndrangheta dove spesso queste decisioni vengono ratificate anche dal punto di vista simbolico, perché fatte nel luogo in cui tutto è cominciato. Aujourd'hui, le sanctuaire est sous haute surveillance policière et pour se réunir, la Crimine profite d'autres rassemblements comme les mariages ou les enterrements. Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement au modèle pyramidal de Cosa Nostra, la 'Ndrangheta est plus agile. Elle laisse une marge de manœuvre plus importante aux familles tout en conservant l'essence de son pouvoir dans sa maison mère, la Calabre. Cette caractéristique familiale, c'est aussi ce qui en garantit l'expansion. C'est-à-dire que quand elle va justement irradier dans l'Italie du Nord, enfin ce sont en fait des projections des Ndrine de base. Pour une même famille mafieuse, du coup, va être liée au territoire originel en Calabre. Il y a toujours la maison mère qui reste dans le village de Calabre, c'est fondamental. Et ensuite, on a des membres qui vont aller s'installer dans d'autres territoires et qui vont ouvrir comme des espèces de succursales, on va dire, des antennes de la maison mère. Donc, on a vraiment un fonctionnement très entrepreneurial de ce point de vue-là. Il y a aussi un côté très moderne de la 'Ndrangheta qui rappelle d'un côté l'organisation paramilitaire, mais d'autre côté, c'est un multi-level marketing comme Coca-Cola ou McDonald's. Ce modèle d'organisation est essentiel pour saisir l'expansion territoriale de la 'Ndrangheta, mais aussi pour comprendre comment la mafia calabraise a pu infiltrer l'État. On n'a pas compris, personne n'a compris
que l'Ndrangheta était autant implantée dans le nord. C'est vraiment dans cette région-là que, au fil des vagues d'immigration, l'Ndrangheta va infiltrer les communautés calabraises et exercer sa propre influence au sein des communautés calabraises. Lorsqu'elle est présente hors de son territoire d'origine, elle arrive à maintenir, à reproduire les mécanismes de contrôle du territoire qu'elle exerce en Calabre. Cet esprit de conquête souligne une différence importante entre l'Ndrangheta et les autres mafias. Alors que la présence de Cosa Nostra ou de la Camorra dans le nord se limite le plus souvent au blanchiment d'argent, l'Ndrangheta, elle, construit son emprise. L'Ndrangheta va per replicare il modello del locale. L'Ndrangheta tende a colonizzare il territorio. Questo è un meccanismo unico nell'ambito del panorama delle mafie italiane. La conquête de nouveaux territoires et l'infiltration de l'État s'opèrent notamment par un réseau, la franc-maçonnerie. L'Ndrangheta s'est mélangée de plus en plus avec des organisations franc-maçonniques, surtout en Calabre. Depuis les années 60-70, l'Ndrangheta cherche de plus en plus de rentrer dans l'establishment, dans la société. C'est ce lien particulier à ce qu'on va appeler en italien la massoneria deviata, c'est-à-dire la maçonnerie, on va dire, dévoyée. C'est-à-dire, c'est pas du tout le concept de franc-maçonnerie qu'on a en France. Donc, c'est par la maçonnerie dévoyée que l'Ndrangheta va entrer en contact avec certains membres des forces de l'ordre, donc des gens corrompus, évidemment, qui se laissent corrompre. Et c'est aussi dans ces milieux-là qu'elle va réussir à infiltrer le monde économique. Dans l'organigramme de la Ndrangheta, il y a un poste, ou plutôt un rang, qui a été créé à la fin des années 60, le Santista. Quand tu es un Santista dans la Ndrangheta, tu as le pouvoir de te mélanger avec les francs-maçons, avec des organisations religieuses, avec des partis politiques, même avec des juges et des policiers, pour faire gagner de plus en plus de pouvoir. Et tu as une sorte de double affiliation. Tu ne dois pas dire que toi, tu es de l'Ndrangheta et toi, tu dois gagner des contacts pour le mener à l'intérieur de l'organisation. En 2023, s'est achevé ce qui a été surnommé le maxi-procès de la Ndrangheta. Avec plus de 400 arrestations, l'instruction a révélé au grand jour toutes les ramifications d'une famille, la Ndrina Mancuso, au sein de l'institution policière, judiciaire et du monde politique. Ils ont trouvé des fonctionnaires corrompus qui aidaient cette Ndrina et aussi un sénateur de Forza Italia, le parti de Berlusconi. Ils ont appelé ça le lien, en fait. C'était vraiment le maillon qui liait l'Ndrangheta et le monde politique et le monde entrepreneurial. Les velléités colonisatrices de la Ndrangheta ont rapidement amené l'organisation à conquérir de nouveaux territoires à l'étranger, dans le reste de l'Europe et dans le monde entier. La présence de la Ndrangheta à l'international est très ancienne. L'organisation s'est infiltrée au sein des vagues d'immigration calabraise de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Nous, Calabrais, nous sommes un peuple d'immigrés. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont au Canada. Je crois aucun Calabrais qui n'a des personnes de sa famille à l'étranger. Au Canada et en Australie, la Ndrangheta s'est enracinée dès la première partie du XXe siècle. En 2007, les autorités australiennes ont saisi un conteneur dans le port de Melbourne avec, à l'intérieur, 3000 conserves de tomates remplies de 4,4 tonnes de comprimés d'ecstasy. Valeur marchande, plus de 300 millions d'euros. C'est la plus grande saisie d'ecstasy de l'histoire. La Ndrangheta s'est aussi développée en Europe, notamment à la fin des années 80, après la chute du mur de Berlin. Les organisations mafieuses ont su tirer profit de ces États naissants, fraîchement convertis à l'économie de marché. On a des témoignages, des écoutes de différents mafieux, que ce soit Cosa Nostra ou que ce soit l'Ndrangheta, qui disent « Vas-y, achète tout ce que tu peux en termes d'immobilier, de commerce, voilà, parce qu'ils perçoivent tout de suite l'opportunité de pays exsangues, en fait, qui n'ont plus de régime politique stable, donc pour s'infiltrer et pour s'implanter durablement là-bas. » Il y a une certaine famille de Ndrangheta, toujours de la côte ionienne, qui a acheté, après la fin de la
Allemagne de l'Est, de gros bâtiments, par exemple, à Berlin. Cette présence dans le reste de l'Europe est longtemps restée sous les radars des autorités, jusqu'au 15 août 2007. 6 men found dead in Duisburg, Germany appear to have been the victims of an organized crime hit. All 6 men were shot in the head. The Italian Interior Minister says it looks like the slayings are part of a feud between 2 rival clans involved in a crime syndicate. Avec ce règlement de compte, l'Allemagne découvre avec effroi l'implantation de la mafia calabraise sur son territoire. The police official has called the shootings unprecedented because they happened in a foreign country. Ce qui caractérise la 'ndrangheta, c'est que effectivement les guerres durent dans le temps. C'est pour ça qu'on a l'épilogue du conflit qui peut arriver dans un autre pays 20 ans plus tard. La date de ce massacre n'est pas un hasard. Les vengeances entre clans se produisent bien souvent le jour des fêtes religieuses. Ici, le 15 août, une fête très populaire en Italie. Le massacre de Duisbourg témoigne également de la stratégie d'expansion de la 'ndrangheta en Europe. L'organisation privilégie des villes de taille moyenne mais dynamique au carrefour des circulations de marchandises, à l'image de Duisbourg, ville industrielle et premier port intérieur européen. Police in Duisburg say they were not aware of Italian crime activity in the city. À l'étranger, la 'ndrangheta ne se limite pas à la conquête de nouveaux territoires, elle s'infiltre également au sein du pouvoir politique. En 2018, un jeune couple est assassiné par balle à une 60aine de kilomètres de Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Journaliste d'investigation, Jan Kuciak enquêtait sur les liens entre des personnalités politiques de haut rang, des oligarques et le crime organisé calabrais. Le fait d'assassiner cette personne, de se permettre d'exercer la violence hors de l'organisation, ça démontre une certaine force et une présence sur le territoire. Aujourd'hui, la 'ndrangheta est présente sur les 5 continents et contrôle une très large partie du trafic de cocaïne. Mais comment cette mafia, paysanne à l'origine, a-t-elle réussi à s'imposer en tant que leader au sein du trafic de drogue international ? À l'origine, la 'ndrangheta était une mafia rurale qui prospérait dans les activités traditionnelles du crime organisé comme l'extorsion et le vol de bétail. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la mafia calabraise accumule du retard sur les autres mafias italiennes, notamment Cosa Nostra, pionnière sur le trafic international de stupéfiants. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand Cosa Nostra se lance dans les réseaux de la French Connection et qu'elle investit pleinement le trafic de stupéfiants, tout ça va donner un modèle de développement pour les autres organisations mafieuses. All'epoca la droga più diffusa era l'eroina, era in quel caso Cosa Nostra, era egemone, era molto forte sul piano internazionale. La 'ndrangheta, elle, aimerait bien se tailler une part du gâteau, mais pour investir, il lui faut de grosses sommes d'argent. Pour en obtenir, elle se lance dans une nouvelle activité, le rapt. Ils vont enlever des enfants de riches industriels du nord du pays pour demander donc des rançons et accumuler comme ça de l'argent. Ça peut être des enfants de 7-8 ans qui sont enlevés dans le nord du pays, rapatriés en Calabre et ensuite maintenus en détention, c'est-à-dire détention généralement c'est très rustre, ils peuvent être accrochés à un arbre dans la forêt, donc vous pouvez imaginer la terreur d'un enfant de 8 ans accroché à un arbre pendant des mois comme un chien dans la forêt. On a des gens qui sortent littéralement traumatisés. En 1973, John Paul Getty III, fils d'un milliardaire américain, est kidnappé à Rome. L'adolescent sera rendu à sa famille au bout de 5 mois de détention contre 3,2 millions de dollars après que son oreille coupée soit parvenue par courrier à un journal. La 'ndrangheta, à partir des années 70, exerce la violence à l'extérieur de l'organisation de manière assez retentissante et ça va construire l'image d'une mafia particulièrement cruelle, tribale, arriérée. Dans les années 80, la 'ndrangheta dispose des fonds nécessaires pour investir dans le trafic de drogue. Elle va profiter d'un profond changement sur le marché international des stupéfiants, le passage de l'héroïne à la cocaïne. Le cose sono cambiate alla fine degli anni 80, inizi degli anni 90, quando c'è stato un boom nella produzione di cocaina che è coinciso con un momento molto difficile di Cosa Nostra, che aveva deciso di sfidare lo Stato. Dans les années 90,
Cosa Nostra, dirigée par le parrain sanguinaire Totorina, entre en guerre ouverte contre l'État italien. À la suite de nombreuses arrestations et au renseignement des collaborateurs de justice, la mafia sicilienne est en perte de vitesse. Sous les radars, la 'Ndrangheta profite de ce vide laissé par Cosa Nostra pour s'imposer comme le principal interlocuteur des cartels sud-américains. Après la mort de Pablo Escobar en 1993, le marché de la cocaïne se restructure en Colombie. Premier producteur mondial, le pays est alors le théâtre d'affrontements entre les FARC, une guérilla marxiste, et les AUC, des paramilitaires d'extrême droite. Dans ce contexte de guerre civile, les belligérants se financent grâce au trafic de cocaïne. Et c'est là que la 'Ndrangheta va profiter de la situation pour s'associer avec le chef des AUC, Salvatore Mancuso. Il faut dire qu'ils avaient des rapports aussi avec le FARC, parce qu'il faut faire des accords avec tous les partis en guerre. Il n'y a que la logique du profit, enfin. L'objectif final, c'est de gagner le contrôle de plus en plus de la cocaïne. Au milieu des années 2000, les AUC sont dissous, mais sa branche criminelle se reconstitue en cartel de drogue, appelé Clan del Golfo, avec lequel la 'Ndrangheta continue de traiter. Le truc nouveau que la 'Ndrangheta a mené dans le trafic de cocaïne, c'est-à-dire une assurance sur l'expédition. Forte de sa stratégie d'implantation, la mafia calabraise va supplanter les autres organisations criminelles et révolutionner le trafic de drogue. Quando altre organizzazioni per poter acquistare cocaina dovevano scambiarsi gli ostaggi perché non c'era fiducia. La 'Ndrangheta invece i broker, quelli che organizzavano le spedizioni di cocaina, ce li avevano sul territorio ed erano sposati ed erano stanziali, quindi non potevano permettersi il lusso di non pagare una partita di cocaïna. La mafia calabraise apparaît aux yeux des cartels sud-américains comme un interlocuteur crédible et solvable. Lorsqu'une cargaison est interceptée, la 'Ndrangheta paie. On mesure, on va dire, le prestige criminel de la 'Ndrangheta à ce fait-là de pouvoir payer la cargaison à réception et non au départ. L'un des courtiers en cocaïne les plus importants de la 'Ndrangheta s'appelle Roberto Panunzi. Surnommé le Pablo Escobar italien, il pouvait expédier jusqu'à 3 tonnes de cocaïne par mois vers l'Europe. Panunzi può essere veramente descritto come uno dei più grandi broker utilizzati da alcune famiglie di 'Ndrangheta. Évadé à 2 reprises, il fut arrêté pour de bon à Bogota en 2015 avant d'être extradé vers l'Italie. Alors que de nouveaux acteurs se taillent une part du marché, la 'Ndrangheta noue des liens avec d'autres organisations criminelles comme les Choneros en Équateur et le PCC au Brésil. Et l'un des artisans de ce rapprochement s'appelle Rocco Morabito, l'un des symboles de l'internationalisation du crime organisé. Il a compris, comme beaucoup d'autres ndranghetisti, que la vraie affaire, c'était de passer de l'héroïne à la cocaïne. Il est devenu le roi de la cocaïne de Milan dans les années 90. Et puis il est échappé en Amérique du Sud, où il a été en cavale pour 25 ans. E già da giovane comincia ad organizzare grossi spedizioni di cocaina dal Brasile verso l'Europa. Il était capable d'acheter 1 kilo de cocaïne pour 5 300 €. Ça devient 25 000 € quand on touche les côtes européennes. Et puis, ça peut devenir 40 000 € ou 50 000 € quand le même kilo était taillé. Donc, on parle forcément d'un business énorme. Arrêté une première fois en 2017 en Uruguay, il réussit à s'échapper juste avant son extradition vers l'Italie. Avant son arrestation au Brésil en 2020, Rocco Morabito était sur un coup énorme. Il devait échanger un conteneur rempli de cocaïne chargé au Brésil par le PCC avec un conteneur rempli de Kalachnikov chargé par une autre organisation mafieuse au Pakistan. L'échange devait avoir lieu dans le port de Gioia Tauro, en Calabre.
Ça nous donne, à mon avis, la dimension globale de l''ndrangheta e del personaggio come Rocco Morabito. Sono figure che coniugano tradizione e innovazione e sono grazie a queste figure che l''ndrangheta è riuscita ad affermarsi nel tempo e ad avere una reputazione criminale di primissimo piano. L'arrestation de ces deux personnages clés ne semble pas avoir freiné les activités de la mafia calabraise. Début juillet 2025, Giuseppe Palermo, soupçonné de contrôler le transport de cocaïne de l'Amérique latine vers l'Europe, est arrêté à Bogota. Un mois plus tard, Federico Starnone, soupçonné d'être le successeur de Palermo, est arrêté à Cali. Y le notifico que usted posee una orden de captura internacional, notificación roja Interpol, emitida por el país de Italia. De quoi perturber, pour un temps peut-être, l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. L'organisation cherche toujours d'avoir une deuxième ligne de succession, une troisième ligne de succession. Donc si quelqu'un vient arrêter, tu peux avoir quelqu'un qui replace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'à présent vous en savez un peu plus sur cette mafia. Si vous voulez quelques précisions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Dans cette vidéo, j'ai évoqué pas mal de thèmes dont j'ai déjà parlé avant. Je pense notamment au Corleonesi, au PCC au Brésil ou encore au Choneros en Équateur. Je vous mets les liens vers ces vidéos dans la description. Avant de vous laisser, je voudrais remercier les intervenants avec lesquels j'ai pu m'entretenir pour préparer cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous mets le lien vers le dernier livre d'Antonio Nincaso, écrit avec le juge antimafia Nicola Gratteri. Ça s'appelle Le Griffon et ça parle de l'adaptation de la 'ndrangheta aux nouvelles technologies. Je vous mets également le dernier livre d'Antonio Talia, Duello, consacré à la traque des narcos calabrés en Amérique latine. Bon, ces deux livres ne sont pas traduits pour l'instant, alors si vous voulez prolonger en français, vous pouvez retrouver les articles de Charlotte Moche dans l'ouvrage collectif Géopolitique du crime organisé, ainsi que dans ce numéro de Questions internationales consacré à la gangstérisation du monde. Je voudrais également remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Marie à la documentation et Quentin au montage, et il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle grande histoire.